Monsieur Turner, bonjour. Bonjour. Quelle montre portez-vous au moment de cet entretien, s'il vous plaît? Alors écoutez, je porte la fameuse Defilab, qui est la montre star aujourd'hui, qu'on a présentée en exclusivité. On a fabriqué donc 10 pièces, 10 pièces uniques, chacune vendue à collectionneurs. Et on a fait 2 montres supplémentaires pour notre musée, qu'on va garder ici, comme rappel, comme souvenir de cet événement. Est-ce que vous pouvez me la présenter rapidement un petit peu? Quelles sont les innovations Bien sûr, bien sûr. Alors je dirais que l'innovation principale, c'est le sciateur, c'est le système réglant. C'est vraiment une révolution. Pour résumer de manière simple, tous les régulateurs, c'est-à-dire l'échappement de la montre en fait, ont été régulés, ont été faits en fait sur la base du pendule, le principe du pendule de Huygens depuis 1675. Les pendules dans ce sens-là, évidemment les montres à l'horizontale, mais le principe est le même. C'était un principe fondamental et exceptionnel. Loin de nous l'idée de le changer pour le changer. On voulait le faire évoluer pour arriver à quelque chose avec une meilleure performance. Et c'est vraiment ce à quoi on est arrivé en fait. On a réussi à remplacer les 31 composants qui font normalement partie de l'échappement en un seul, une plaque de silicium, découpée de manière très technique, puisque c'est des formules mathématiques, c'est de la physique de précision, qui nous permettent en fait d'arriver à une oscillation garantissant que cette montre sera la montre la plus précise au monde, la montre mécanique la plus précise au monde. La plupart des marques aujourd'hui, les meilleures montres ont une variation de 2 secondes et demie par 24 heures, puis après la précision chute. Donc sur une réserve de marche, on est 15-20 secondes au mieux. Nous on garantit moins d'une seconde en 24 heures et de manière constante, c'est-à-dire qu'à la fin de la réserve de marche, la montre aura perdu maximum 2 secondes. Et ça c'est exceptionnel. Que le quartz pouvait faire mieux. Monsieur Turner, ça fait pas très longtemps que vous êtes donc à la tête de Zenith. Oui. Cependant, vous avez une expérience dans l'horlogerie. Et quelle est pour vous votre plus belle réussite horlogère? Alors, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'horlogerie et je dirais ma plus belle réussite, j'ai franchement le sentiment que je suis en train d'y travailler. Parce que quand j'ai parlé il y a une petite année avec Monsieur Biver du projet, parce que c'est vraiment un projet, quand il m'a parlé de Zenith, j'ai dit ouais Zenith, c'est vrai je peux venir chez Zenith, mais pour y faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de Zenith? Est-ce qu'on va continuer comme Zenith a travaillé ces dernières années ou est-ce qu'on arrive avec un vrai projet? Et on a discuté et j'ai vu ce projet et je me suis dit bon, avec mon expérience des marchés aux États-Unis, en Asie, avec ma compréhension de la haute horlogerie, avec mon réseau évidemment de détaillants, de clients finaux, etc. J'ai une carte à jouer, mais je veux un vrai projet. Et M. Biver m'a dit on va remettre Zenith sur les rails, on va relancer Zenith par l'innovation, qui était une des caractéristiques de la marque pendant des années et des années, et qu'on doit remettre sur le devant de la scène. Et c'est vraiment ce projet-là. Et aujourd'hui, j'y arrive à un moment fantastique, on lance la Defi 21, qui est déjà un succès commercial. Il y a la Defilab qu'on vient de vous présenter, plus tout ce qu'on va capitaliser sur ces pièces-là. Et je crois que ma plus belle page de ma carrière horlogère, elle est en train de s'écrire maintenant. Zenith, c'est de la haute horlogerie. Et qui dit haute horlogerie, dit complication. Quelle est votre complication horlogère préférée? Alors, ma complication horlogère, j'ai envie de dire pour moi, c'est le quantième perpétuel. Je suis personnellement grand fan du quantième perpétuel. Je pense que c'est une des complications les plus impressionnantes, très difficile à faire, difficile à régler. Mais qui est impressionnante quand on se dit que pendant 400 ans on n'a pas besoin de régler notre montre et qu'elle va nous donner la bonne date, les années bissextiles, le bon mois, etc. Je trouve que c'est une des complications qui personnellement m'impressionne le plus. L'horlogerie, vous savez, c'est un métier de passion. On y rencontre beaucoup de passionnés. Oui. Je suppose que vous êtes passionné par oui. l'horlogerie. Est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie? Oui, j'ai quelques autres passions. Je dirais que l'horlogerie, ma passion s'est développée en travaillant dans l'horlogerie ces 20 dernières années. Et je pense qu'on ne peut pas rester dans ce milieu-là, effectivement, entouré de passionnés si on n'a pas un minimum de passion. Moi j'adore ça. À côté de ça, j'ai plusieurs passions. J'adore le sport. J'ai toujours aimé le sport. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Je continue d'essayer d'en faire un maximum. Et c'est pour moi une des manières d'acquérir discipline, rigueur, énergie. Je pense que c'est essentiel à mon équilibre. Alors une autre passion qui ne va pas forcément avec le sport, mais j'aime beaucoup les vins. Je collectionne les vins, ça fait pas mal d'années. On parlait de passion, pour moi les vins c'est probablement un des meilleurs véhicules de cette passion. Moi quand j'ouvre une bouteille c'est en général avec des bons amis pour célébrer un bon moment. Ou pas, tout simplement parce qu'on a envie d'ouvrir une bonne bouteille. Mais en général c'est avec des bons amis et surtout il y a une année, il y a un millésime. Et moi je sais que systématiquement quand j'ouvre une bouteille de vin, je réfléchis à ce que je faisais cette année-là. Que ce soit 95, 98,
2011 plus récemment, ou même un vin tout jeune. Je réfléchis toujours, mais tiens, qu'est-ce que cette année a représenté pour moi? Et en fait, ça me génère une émotion énorme. Donc voilà, c'est deux passions qui effectivement me génèrent de l'émotion, comme l'horlogerie. L'horlogerie, comme justement le vin, Ouais. c'est du patrimoine, c'est le passé, Ouais. c'est aussi le présent, mais vous, en tant que CEO, vous connaissez le futur. Donc, quelle serait la montre de vos rêves? Ouh là là, j'aimerais bien connaître le futur. J'en doute, mais la montre de mes rêves... La montre de mes rêves, j'ai envie de dire, c'est une montre qui serait qu'on peut projeter dans l'avenir, mais qui est aussi intemporelle. Et c'est un petit peu l'exercice que je veux réaliser avec Zenith, c'est-à-dire prendre une montre qui date du passé, qui vient d'héritage, c'est très riche en émotions. Je veux dire, une montre qu'on a depuis longtemps, qu'on veut garder, qu'on transmettra un jour à nos enfants, c'est fantastique. Mais je pense que si on prend seulement une pièce historique et qu'on la garde, on n'apporte pas la dynamique du temps. La dynamique du temps, c'est de partir de l'héritage, partir de l'histoire et d'aller vers l'avant. Et c'est très sincèrement ce qu'on incarne avec cette nouvelle collection, et Défi 21 notamment, qui véritablement se base sur El Primero, sur le mouvement phare de Zenith, mais qui l'amène au centième de seconde. Donc on parle du futur. Et j'ai parlé à mes enfants, de ce projet-là, et eux ils ont vu l'aspect, j'ai envie de dire le mouvement de la marque, au sens large du terme mouvement, pas le mouvement mécanique, mais que la marque vraiment elle utilise ce qu'elle a fait dans le passé, elle capitalise sur ce qu'on a fait, mais en avançant. Parce que je pense que l'industrie a eu une tendance à répéter le passé. Et je suis convaincu que ça, c'est une tendance qui va changer. Zenith est une marque de luxe. Oui. On parlait de vin, j'imagine que vous aimez aussi les grands crus, qui Oui. peuvent représenter une forme de luxe aussi, bien entendu. Quelle serait votre définition du luxe? Ma définition du luxe, c'est certainement quelque chose de précieux auquel on tient, mais qui nous donne de la passion, qui nous transmet de la passion. Et la différence, c'est que cette passion, elle doit être intemporelle pour moi. J'ai parfois fait l'acquisition de choses, d'objets qui me donnaient beaucoup de passion et qui, au bout d'une semaine, 2 semaines, 6 mois, 1 an, la passion, je sentais qu'elle partait. Je me suis dit, tiens, je l'ai acheté, mais en fait... Ça génère une forme de lassitude. Ouais, je pourrais le revendre. En revanche, j'ai des bouteilles de vin, j'ai des montres, à chaque fois que je les regarde, je ressens cette émotion. Et si je devais m'en séparer, pour une raison ou pour une autre, si je me faisais cambrioler et qu'on me les volait, ça me déchirerait le cœur. Et pour moi, le luxe, c'est ça. Pour moi, le luxe, c'est ces objets qu'on veut chérir et garder tout au long de notre vie, et qui, à chaque fois qu'on les retrouve, nous génèrent cette émotion. Est-ce qu'il y a des marques qui, pour vous aujourd'hui, horlogères ou non, qui incarnent vraiment cet esprit de luxe, ce luxe, selon votre définition? Oui, je crois qu'il y en a pas mal. Laissez-moi réfléchir, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. C'est pas une question piège, bien entendu. Non. J'essaie de réfléchir au sens large. L'industrie du vêtement, par exemple. Une industrie qui est quand même très mode, très fashion. La mode, par définition, ça change. Moi qui viens de l'horlogerie, où on est plus sur des raisonnements long terme, où on veut des produits qui vont avoir de la pérennité dans le temps, etc. Il y a une marque de haut de gamme qui s'appelle l'Europiana, que j'ai appris à connaître plus récemment, et notamment la qualité des produits. Et je me suis dit, tiens, là on n'est pas dans un monde de marketing, on n'est pas dans un monde d'une célébrité qui passe, on est vraiment sur un produit dont j'avais aucune idée. On m'a vraiment expliqué comment les produits sont fabriqués, comment c'est fait, avec quel type de laine, quel type de cachemire, etc. Et ça représente vraiment quelque chose d'exclusif. Et voilà, c'est pas une marque qui est bon marché, c'est clair, mais on sait pourquoi on l'achète. Et je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où il faut avoir un prix qui est en ligne avec le produit. C'est ce dont je parlais pour Zenith d'ailleurs. Monsieur Tornard, est-ce qu'il y a un personnage historique ou contemporain qui vous inspire? Écoutez, je devrais dire Monsieur Biver. Mais c'est tellement de monde. Non, mais c'est clair, je veux dire, c'est évident, aujourd'hui on est en plein dedans. Comme je le dis toujours, c'est pas parce que c'est mon patron aujourd'hui, mais bien avant d'ailleurs que ce soit mon patron, c'est quelqu'un, Monsieur Biver, qui il fait partie pour moi des 2-3 grands personnages de l'horlogerie de ces 30 dernières années. Et je vais être très honnête, dans le projet Zenith, un des éléments qui m'a bien entendu motivé à rejoindre cette aventure, c'est de pouvoir travailler avec M. Biver. Dès le départ, je lui ai dit, mais M. Biver, je veux que vous restiez impliqué, je veux qu'on se parle tous les jours. De temps en temps, c'est lui qui m'appelle, mais souvent je l'appelle pour lui demander des choses, pour discuter. Et c'est un échange qui est fantastique, parce que c'est un échange de génération, c'est un échange d'expériences différentes. Et pour moi, pouvoir travailler comme ça, j'espère le plus longtemps possible à ses côtés, c'est une chance énorme. Au sein de Zenith, il y a combien de collaborateurs aujourd'hui à peu près?
Aujourd'hui, on a 203 collaborateurs au siège et une soixantaine de personnes dans les marchés. Quelles sont donc les qualités que vous appréciez le plus chez vos collaborateurs ou chez les autres, chez vos amis même, et éventuellement un défaut que vous regrettez d'avoir? Alors, une qualité qui est essentielle et que je suis en train de pousser, j'ai envie de dire d'instaurer dans l'esprit, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment un esprit de start-up. Je pense que Zenith est à une étape où on doit aussi, si on veut être innovant avec le produit, c'est bien, mais on doit aussi être innovant dans nos process, dans la manière dont on travaille, dans la manière dont on communique, que ce soit le website, que ce soit différents éléments, on doit générer cette énergie, on doit être flexible, on doit être agile. Et moi, j'ai envie de donner cette dynamique-là. Je vous donne deux petits exemples. Il y a 2 semaines, j'étais à Singapour, dans une boutique. On devait mettre une voiture Range Rover dans une vitrine pour notre collaboration avec Range Rover. Le socle de la voiture empêchait de rentrer dans la vitrine. J'ai demandé à la vendeuse un tournevis, j'ai dévissé, je l'ai fait, j'ai enlevé ma veste. La vendeuse asiatique, elle a trouvé ça délirant parce que le CEO de la marque qui commence à bricoler dans la boutique, elle n'avait pas dû voir ça souvent. Je l'ai fait exprès, ça me faisait rire de la mettre mal à l'aise parce que je lui montrais que ça ne me dérange pas du tout de faire ça, pour autant qu'après on ait un résultat correct. Hier matin, on a nos Japonais qui sont arrivés pour cet événement. Même chose, comme j'ai pas encore eu le temps de les rencontrer, j'ai dit bah, je vais les chercher. Et ils étaient gênés, les Japonais, parce que dans leur culture c'est bizarre. Mais j'ai dit je prends ma voiture, je vais les chercher à l'aéroport de Genève. Et je passe 1h30 de voiture avec eux à échanger. Et pour moi, c'est cet exemple-là que je veux donner, c'est ce côté flexible, agile. On met les mains dans les choses et on avance. On ne peut plus fonctionner comme l'industrie horlogère a fonctionné pendant trop longtemps. Je pense qu'il faut qu'on avance. Voilà. Est-ce que vous avez une citation que vous appréciez particulièrement? Alors moi, il y a une citation que j'aime bien, qui vient de Richard Branson. On parle beaucoup aujourd'hui de CRM, comment faire plaisir à nos clients, les traiter, etc. C'est juste. Richard Branson a dit quelque chose qui me paraît extrêmement juste. Vous voulez rendre vos clients heureux? Rendez vos staffs heureux. Et je crois que ça, c'est aussi essentiel. Et je crois que c'est mon job et je prends cette responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir un bon esprit. Il faut absolument avoir des directions claires. Il faut générer du bonheur au sein de ses employés. Il n'y a pas pire que le management par la terreur, ça ne fonctionne pas. On voit beaucoup de sociétés, parfois de très grandes sociétés, mais beaucoup à la Silicon Valley qui discutent de ce qu'ils appellent les Chief Happiness Officer. Voilà, ça paraît un peu amusant comme concept, mais c'est génial, c'est génial. Il y a des gens qui étudient, qui disent comment on va rendre nos staffs heureux. Ça peut être par l'installation d'une crèche dans la boîte, d'améliorer les menus de la cantine. Il y a une grande société en Suisse là, qui a donné une demi-journée flexible à tous les employés. Et ils ont vu les taux de productivité monter. Ils ont vu l'absentéisme baisser, les taux de recrutement, enfin les demandes de recrutement exploser aussi dans le bon sens du terme. Et je crois que c'est essentiel de travailler dans cet esprit-là. Donc voilà, on doit absolument créer cette dynamique-là dans une marque, sinon on n'y arrive pas. On ne peut pas y arriver tout seul. Ce temps-là, terminons. Je voudrais vous demander quelle heure est-il? Il est, si je vois bien ma montre, il est 2h25. Bah, il essaie dans le noir, hein. C'est pas qu'on peut pas lire l'heure. Merci beaucoup. Merci. Salut. Comment tu vas? Je vais t'embrasser.